Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés pour suivre ce podcast et bienvenue dans ce nouveau numéro sur Mazingira, ces médias thématiques basés à l'est de la RDC pour la protection de l'environnement. À la présentation, je suis Josué Moutanava. Des organisations de la société civile congolaise œuvrant dans le secteur de l'environnement ont pris part à la COP29 à Bakou. Nous sommes en Azerbaïdjan, peaufinant aussi des stratégies pour faire entendre leur voix auprès de ceux qui polluent l'environnement. Pour ce faire, ils ont intensifié des contacts avec des structures de la société civile d'autres pays présentes à Bakou. Ce sont notamment des organisations des pays des trois grands bassins forestiers du monde. Aujourd'hui, je reçois Justin Moutabesha, un jeune écologiste et activiste environnementaliste basé à Goma, qui a aussi pris part à la COP29. Justin Moutabesha, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de réaliser avec vous ces podcasts. Alors, pour commencer, je rappelle que vous avez eu à participer à la COP29 qui a eu lieu à Bakou. Nous sommes en Azerbaïdjan. Alors, quelles sont les principales préoccupations environnementales de la RDC qui ont été abordées lors de la COP29? Merci beaucoup pour la question. Je rappelle que c'est chaque année qu'un pays est choisi pour organiser la conférence des parties, donc de tous les pays qui ont signé l'accord des Nations Unies sur les changements climatiques, et la RDC est partie de ces 196 pays qui ont signé l'accord des parties sur les changements climatiques. Alors, quant à la question des préoccupations, des différentes préoccupations de la RDC abordées à la COP29, c'est la 9e conférence des parties, après celle de Dubaï qui était la 28e, et je rappelle aussi que la 29e conférence sur les changements climatiques abordait les questions du financement climatique. C'était ça le thème central de cette 29e conférence des parties. Pour la RDC, historiquement, ou bien encore ça, selon sa disposition géographique, ou bien selon ses potentialités naturelles, la RDC dispose des richesses naturelles capables de jouer un rôle très important dans la recherche des solutions aux effets du changement climatique, parmi lesquels on peut citer la forêt de la RDC lui met la RDC à la première position, parce que aussi au-delà de lui-même, nous sommes partie membres des 3 forêts du bassin du Congo, et dont la RDC occupe à elle seule plus de 70% de cette forêt des 3 bassins du Congo. Il y a aussi les minéraux stratégiques, il y a les lithium, les cobalt, toutes ces richesses jouent un rôle important dans la fabrication de batteries électriques, parce que le monde est en train de réfléchir sur comment ne plus utiliser les combustibles fossiles dont le pétrole, bien que ça va prendre du temps, mais petit à petit. Et toutes ces richesses se trouvent en RDC. J'ai parlé des richesses, des ressources, de l'eau, les rivières et les lacs qui comptent la RDC, lui met à la première position. Alors, tout cela a constitué des carnets, un paquet pour la RDC de revendiquer beaucoup plus de financement acquis aux pays pollueurs. Parce que, en général, les pays qui ont plus pollué doivent payer aux pays qui ont moins pollué. C'est-à-dire quoi? Il y a des pays, il y a des grandes puissances qui polluent à hauteur de 96%. Et l'Afrique en général pollue à 4%. Donc,
imaginez si les 54 pays de l'Afrique peuvent polluer jusqu'à 4%. Alors, on estime que la RDC pollue à 0,001%. Ça, c'est l'injustice. Donc, la préoccupation numéro une de la RDC, c'est d'exiger la justice à ces pays pollueurs. La justice aussi intègre. La justice inclut aussi les conséquences les conséquences dont la RDC est victime aussi. Si on parle des conséquences, nous voyons les inondations par exemple. À Calais, la communauté locale a été victime des inondations qui ont causé des dégâts, plusieurs dégâts matériels et la perte en vies humaines. Voilà, sont les effets du changement climatique. À Goma, il y a plusieurs mois aussi, nous avons été victimes des vagues de chaleur. Les personnes, les communautés se posaient la question, signifie quoi cette vague de chaleur? C'est parmi les conséquences, les effets du changement climatique. Il y a perturbation des saisons culturelles. Les paysans, les communautés locales, les communautés agricultrices ne savent plus maîtriser les saisons culturelles. Tout cela sont les effets du changement climatique et qui doivent être justiciables. C'est-à-dire la RDC doit être payée pour les dommages qui ont été causés par ces grandes puissances. Alors, Justin Mutabecha, comment la RDC prévoit-elle de concilier le développement économique et protection de l'environnement? En tout cas, il y a une conciliation. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, il y a les fonds d'adaptation. Il y a les fonds verts. Il y a les crédits carbone aussi. Ne serait-ce qu'avec les ressources naturelles du pays, le Congo peut se développer. Simplement, si la RDC est capable de calculer les taux de séquestration de carbone de toute sa forêt, c'est en termes de milliards de dollars. Et si la RDC est capable aussi de capitaliser les ressources naturelles en rivière, surtout bien si on capitalise les lacs, les rivières, on peut gagner beaucoup plus de l'argent. Les lacs l'eau produit l'énergie. Et nous disposons des rivières, les fleuves et les barrages Inga 1, Inga 2, Inga 3. C'est les ressources naturelles que dispose la RDC et qui peut procurer des milliards de dollars. Ne serait-ce qu'avec le barrage, on peut produire 100 000 mégawatts et plus même, qui peut alimenter l'Afrique. Imaginez la commercialisation de l'électricité, de l'énergie, c'est en termes de milliards pour la RDC. Il y a l'exemple aussi des biomasses. La biomasse de la RDC peut produire de l'énergie aussi. Il y a aussi, nous disposons un espace géographique qui peut contenir les énergies éoliennes. Et cela, c'est en termes de milliards de dollars. Donc, il est possible que la RDC capitalise toutes ces richesses naturelles, sans tenir compte de richesses non naturelles, ou bien du sous-sol, pour avoir plus de l'argent, générer les bénéfices et développer tous les secteurs de la vie congolaise et aussi tous les Congolais et Congolaises sauront bien vivre sur leur territoire. Alors, Justin Mutabecha, dites-nous quelles sont ces initiatives spécifiques qui ont été proposées pour lutter contre la déforestation en RDC lors de la COP 29. Avant la COP 29, il s'est tenu à Cali, en Colombie,
et la COP 16 sur la biodiversité. Et je ne donne pas tous les détails de toutes les conclusions, mais je vais aborder l'élément important que Madame Eve, la ministre de l'Environnement, a fait. Elle a fait allusion à l'écocide, donc la criminalité environnementale. Ce sont des approches qui punissent tous les crimes qui sont commis à la forêt, à l'environnement. C'est-à-dire quoi? S'il y a déforestation massive, la loi sur la criminalité et écologique s'applique. S'il y a par exemple des concessionnaires qui donnent abusivement leurs forêts, qui détruisent, en termes clairs, qui détruisent leurs forêts, il y a la loi sur la criminalité forestière qui va les punir. Voilà l'élément très important que la RDC a en train d'aborder pour punir toute personne qui utilise ou qui exploite abusivement les forêts. Donc, la déforestation en RDC, elle est punissable par la loi sur la criminalité forestière, sur la criminalité écologique. Et c'est là le combat même des activistes et des acteurs environnementaux qui sont en train de vouloir, qui mènent des actions pour que cette loi soit reconnue même par les cours, par la CPI. Donc, c'est-à-dire, si au niveau de la CPI, ils reconnaissent cette loi sur la criminalité écologique et que tous les pays du monde ou encore de l'Afrique et particulièrement la RDC acceptent de mettre en application cette loi, ça sera un bouffe de soulagement pour l'environnement, la biodiversité et pour nous les activistes qui luttons pour la préservation de la nature. Et aujourd'hui, comment la RDC compte-t-elle mobiliser des financements internationaux pour soutenir ces efforts environnementaux? La RDC a envoyé plusieurs négociateurs à la COP 29. C'était près de 40 délégués qui ont rejoint toutes les salles des négociations. Ça, c'était une bonne chose et chaque négociateur, chaque délégué était obligé de présenter un compte rendu. Alors, pour mobiliser les ressources, j'allais dire, c'est-à-dire la RDC doit être capable aussi de quantifier, de présenter les calculs clairs. Là, je suis en train de le dire pour que tout le monde comprenne. La RDC doit être capable de quantifier c'est quoi les ressources, par exemple, que nous disposons. Faire les calculs des biomasses, faire les calculs des forêts communautaires qui soient enregistrées, qui soient certifiées aussi, toutes ces forêts. Une fois enregistrées, certifiées, là, on peut mobiliser l'argent pour les crédits carbone. Alors, la RDC est membre des 3 bassins, des 3 forêts du bassin du Congo. Il y a de l'argent qui doit être payé par les pollueurs et qui sont donnés. Cet argent est donné, par exemple, aux gestionnaires du bassin du Congo. La RDC doit tirer parti de cet argent. Il y a l'argent sur les forêts tropicales. Nous en sommes membres aussi. Donc nous devons gagner de toutes ces richesses, de tout cet argent. Et il y a pas mal d'initiatives, comme je l'ai dit avant, sur le fonds vert, sur le financement climat, sur l'adaptation aussi, les fonds sur l'adaptation, sur les crédits carbone. Tout cela sont des initiatives qui amènent la RDC à mobiliser beaucoup plus de ressources
dans le cadre du fonds. Alors, Justin Moutabécha, selon vous, comment les activistes environnementalistes en RDC collaborent-ils avec le gouvernement et les ONG internationales dans cette lutte que vous menez? Oui, pour la question, il y a plusieurs niveaux de collaboration. Le premier niveau, il y a la société civile, qui a une partie de la société civile est en bonne collaboration avec le gouvernement congolais, et c'est là pour soutenir les efforts du pays. Et il y a une autre partie de la société civile qui n'est pas d'accord avec le démarche du gouvernement congolais. C'est-à-dire, il y a une compréhension à quel niveau, si je peux l'appeler ainsi, lorsque le gouvernement congolais est signataire des lois, ratifie des conventions, signataire des traités. Bon, les juristes savent bien le dire, que les pays n'arrivent pas à respecter. Par exemple, il y a plusieurs années que le pays est signataire d'un traité sur la préservation des forêts. Au même moment, le pays veut détruire la forêt, par exemple. Et les années passées, vous avez suivi un ancien ministre, Claude Nyamugabo, qui a vendu plusieurs concessions de forêts à des entreprises étrangères. Et tout cet argent n'a pas été contrôlé, n'a pas été bénéfique au trésor public. Et ça, par exemple, c'est contradictoire. Il y a un autre niveau de collaboration. Les ONG, par exemple. Les ONG internationales sont partenaires au gouvernement congolais pour soutenir ces efforts. Et les acteurs de la société civile, parfois, ils collaborent avec ces ONG pour la facilitation, pour les éléments de précision, par exemple, et pour des recherches. Par exemple, les pays n'arrivent pas à encourager les recherches sur la forêt, sur la biodiversité. Et parfois, les acteurs de la société civile, nous faisons recours à ces ONG pour les éléments des recherches, pour les résultats des recherches. Et les activistes aussi, parfois, sont en contradiction avec les gouvernements et ne parlent pas le même langage. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque tu as suivi, vous comme moi, la vente aux enchères des blocs pétroliers. Il y a eu mésentente, il y a eu conflit, si je peux le dire, entre les deux parties, entre le gouvernement et les activistes, parce que les activistes ne sont pas d'accord, n'ont pas été d'accord par ce projet du gouvernement de faire la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, parce que ce contrat n'a pas respecté des procédures normales de la RDC, si je peux le dire, dans la passation du marché. Heureusement, le nouveau ministre Aimé, il est revenu sur ce projet et il a dit suspendre. C'est un bouffe de soulagement pour les acteurs, pour les activistes. J'étais en train d'illustrer, de montrer à quel niveau les activistes ne s'attendent pas avec les démarches du gouvernement. Je ne dis pas qu'ils ne s'attendent pas avec le gouvernement, mais qu'ils ne s'attendent pas avec les démarches du gouvernement. Le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, bien sûr. Il y a aussi les malentendus au niveau des négociateurs. Nous nous posons la question sur les délégués, par exemple, aux différentes négociations au compte de la RDC. Ils sont outillés, ils ont la capacité possible pour défendre les richesses du pays et pour exiger tout ce qui revient à la RDC. C'est à ce niveau où on ne se met pas d'accord avec le gouvernement et les démarches du gouvernement congolais. Oui. Alors, Justin Moutabécha, lors de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, il y a un montant qui a été décaissé
pour soutenir les pays d'ici, donc des pays qui sont sous-développés. Avez-vous été satisfait de ces montants-là? Parce qu'il y a eu plusieurs discussions sur ça. Quant à ces montants-là, disons que c'était un montant vraiment minime et qui ne pourra pas arriver à répondre aux besoins environnementaux qui traversent surtout les pays d'ici. Dans plusieurs médias, beaucoup des acteurs ils sont en train de qualifier la COP29 une COP honteuse parce que les résolutions qui ont été prises n'avantagent pas, comme vous le dites, les pays d'ici. Et les pays pollueurs, les grandes puissances, ils ont été d'accord pour le financement des 300 milliards de dollars ici 2035. Alors, c'est insignifiant par rapport aux dommages causés par leurs activités de pollution. Et nous pensons que c'est insignifiant. C'est insignifiant parce que ce montant ne répond pas à tous les dégâts qui ont été causés par les effets, par les pollutions, si je peux le dire, à des termes plus simples. Alors, nous pensons que à la prochaine COP, il doit y avoir de bonnes négociations. Nous devons appeler les contribuables, les pollueurs, à aller au-delà de ce qu'ils pensent contribuer. Parce que, imaginez, c'est depuis la COP 21 à Paris qu'un montant de 100 à 200 milliards de dollars a été fixé. Depuis la COP 21, nous sommes à la COP 29. Déjà 8 séances en termes de conférences des parties déjà déroulées. Il n'y a pas des avancées. Il n'y a pas des avancées. Il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas à s'acquitter de leurs obligations, qui n'arrivent pas à payer. Donc, c'est juste que là, ça reste une théorie, même les 300 milliards, parce que les 100 à 200 milliards de dollars fixés c'était à Paris, à la COP 21, n'ont pas été débloqués. Voilà. Au même moment, nous sommes en train de qualifier cela de honte. Au même moment, nous sommes en train de dénoncer l'hypocrisie des grandes puissances. Nous sommes en train de dénoncer la recolonisation dans les affaires et questions climatiques que nous sommes en train de vivre dans différentes rencontres. Voilà. Alors, aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les activistes environnementaux dans leur lutte pour la justice climatique en République démocratique du Congo? Les difficultés sont nombreuses et ils sont d'ordre aussi, ils sont de plusieurs ordres aussi, si je peux le dire. Au premier niveau, les activistes, bon nombre des activistes ne sont pas capacités et n'ont pas les niveaux. D'autres viennent de nulle part et ils s'appellent facilement activistes. Et le deuxième niveau, bon, bien qu'ils peuvent venir de nulle part, je parlais de la capacité. Je vais parler aussi des ressources. Beaucoup pensent qu'être activiste, c'est parce qu'on veut avoir de l'argent, c'est parce qu'on est manipulé. C'est le langage local, c'est le langage courant dans notre société. Mais je vais vous dire que être activiste climatique,
c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, c'est une lourde responsabilité d'ailleurs. Parce qu'il faut connaître les choses. Il faut connaître, il faut avoir des connaissances de base sur le climat, sur l'environnement, sur la biodiversité. Il faut avoir les connaissances de base sur les accords qui ont été signés par les pays membres des Nations Unies. Et c'est depuis 1992 que 3 accords ont été signés et ratifiés. L'accord sur le changement climatique qui réunit le monde, qui réunit toutes les parties chaque année. Et l'accord sur la biodiversité qui réunit toutes les parties signataires après 2 ans. Ils ont été à Cali au Brésil. C'était la COP16 sur la biodiversité. 2 ans avant, ils ont été à Montréal, au Canada, pour siéger sur l'avenir de la biodiversité. Et bientôt, l'accord, ils seront à Dubaï pour discuter encore pour discuter de la désertification. Donc, le premier accord, le deuxième, le troisième, c'est sur la désertification. Donc, un acteur de l'environnement, un activiste doit avoir ses connaissances de base dont la plupart n'ont pas. Il y a encore, il faut encore des ressources financières, bien sûr, parce que on ne peut pas être activiste aussi sans ressources financières. Sinon, tu seras emporté par n'importe quel courant, n'importe quel vent. Alors, Justin Mutabecha, pour finir, comment sensibiliser aujourd'hui les jeunes et les grands publics sur les enjeux environnementaux en RDC? Oui, cela pose beaucoup de problèmes parce que depuis plusieurs années, le système éducatif congolais souffre de beaucoup de lacunes. À part l'environnement, l'éducation environnementale, d'autres facteurs, d'autres secteurs de l'éducation souffrent de lacunes. Imaginez, nous travaillons dans un système belge qui date de plusieurs années avant l'indépendance. La Belgique, à elle seule, a changé son système éducatif plus de 30 fois. Bon, 33 réformes. Et nous ne sommes qu'à l'ancien système. Vous trouvez que c'est un problème déjà. Quant à l'éducation relative à l'environnement, là, il y a encore beaucoup à dire. D'où il est important, il est impérieux que la RDC investisse des ressources, des moyens nécessaires dans l'éducation relative à l'environnement. Et à notre niveau, nous sommes engagés dans l'éducation relative à l'environnement, bien que cela nous exige encore beaucoup plus de ressources. Et c'est par là que nous mettons fin à ces podcasts sur Mazingira, ces médias thématiques basés en RDC qui s'intéressent à l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui, je recevons Justin Mutabecha, activiste environnementaliste et l'un des jeunes qui a pris part à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Chers auditeurs, merci encore une fois de nous avoir prêté oreille. Josué Moutanava, j'ai eu le plaisir de vous présenter ces numéros. À très bientôt.